Donc voilà, nous revoilà. Ça fait donc plusieurs mois que je vous dis la meilleure grille à garder en tête pour comprendre la dynamique de cette élection vue du côté de Trump, c'est que il est face à une situation qui est complètement dramatique vue de son côté, qui est complètement normale vue du nôtre. C'est que il sait et c'est quelque chose qui doit l'accompagner du matin au soir. La première chose à laquelle il doit penser en se levant et la dernière chose à laquelle il doit penser en se couchant, le fait qu'il est dans une situation judiciaire extrêmement compliquée. Il y a différentes affaires. On va faire le point sur ce qu'il risque et le calendrier de ces affaires-là. On va parler évidemment de New York parce que c'est la plus proche en termes de sentencing, donc de sentence. On va parler évidemment du dossier du 6 janvier. On va parler aussi de la Géorgie avec le RICO Act, Fannie Willis, et puis de l'affaire des documents secrets qui est, je vous le rappelle, l'affaire qui est la plus simple contre lui, celle qui est liée aux plus grandes peines de prison. Et c'est celle que lorsque cette affaire est devenue publique, lorsqu'il a été inculpé, hein, je poste souvent ce gif de Bill Barr, son ancien ministre de la Justice, qui dit "He's toasted", il est grillé. Hein, il ne parlait pas de prospective électorale, mais en disant voilà, lorsqu'il va se retrouver, s'il se retrouve devant un juge, même si c'est la juge canon, il est grillé dans le sens où il va être condamné à de lourdes peines de prison. Je suis allé me renseigner pour vous donner ces informations de combien Donald Trump risque de prison. C'est quoi? C'est la probabilité. À la fin, c'est le juge qui doit décider de ces peines. Donc, quelle est la probabilité de voir une véritable peine de prison et pour combien de mois ou combien d'années. Et vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. Et donc, pour revenir à cette grille, ce que je vous dis, c'est que ce qui obsède et le moteur de Donald Trump qui vient de faire, comme il dit, 58 jours. Hein, il a fait une conférence de presse ce matin à Palm Beach, donc à Mar-a-Lago, où il était lessivé, épuisé. Conférence de presse, comme je vous l'ai dit, qui n'était pas une conférence de presse parce qu'il n'a pas répondu aux questions. J'avais beaucoup d'images à vous montrer et puis on est un petit peu en retard par rapport au fait qu'à 3h30, dis-moi à 3h30, à 23h30, on doit se retrouver du côté de Washington. Donc ces images, on essaiera de vous les montrer demain matin, dans matin. Rendez-vous à 8h. Mais il était complètement épuisé en expliquant, hein, évidemment, il ne justifiait pas qu'il était épuisé, mais il avait du mal à parler, son visage était extrêmement marqué malgré le maquillage. Donc il expliquait que ça faisait 58 jours d'affilée qu'il était en campagne tous les jours. En plus, on sait que pour son équilibre, et c'est dit sans aucune ironie, pour son équilibre psychique, il n'a plus le droit de jouer au golf pour des raisons de sécurité, parce que ces golfs, ça faisait depuis 2016, le Secret Service lui disait que c'était, si quelqu'un voulait l'assassiner, ben, les golfs, c'était impossible de sécuriser des zones qui sont ouvertes. Il a voulu continuer, il y a eu cette tentative d'assassinat. Donc, en attendant la fin de la campagne, le Secret Service a mis son veto. Il ne peut plus jouer au golf, donc il n'a plus cette possibilité de s'échapper, c'est le cas de le dire, d'évasion, on va dire ça. Et non, mais c'est vraiment important dans cette espèce d'usure que représentent donc ces 58 jours de campagne. Et pourquoi il est en 58 jours de campagne? Parce que dans la réalité, et c'est la seule grille de pensée la seule grille de lecture à garder en tête sur ces derniers événements et ce qui va se passer dans les prochains jours et surtout après le 5 novembre. Hein, on commence déjà à préparer cette période qu'on va évidemment vivre avec vous heure par heure. Et
c'est le fait qu'il sait, c'est une réalité, c'est la réalité de Donald Trump. Il sait que s'il ne retourne pas à la Maison-Blanche, s'il ne retourne pas à la Maison-Blanche, il va terminer sa vie en prison. Il va terminer sa vie en prison. C'est la seule certitude qui se dégage lorsque on se plonge dans ces dossiers-là, où certes, il n'a pas été encore reconnu coupable dans tous. Le seul dossier pour l'instant qui est allé à son terme, c'est ce dossier de son ingérence électorale en 2016, l'affaire dite de Stormy Daniels. Mais dans les autres dossiers, lorsqu'on va lire les actes d'inculpation, et vous le savez, on l'a fait ensemble, lorsqu'on va regarder les preuves, on a vu une toute partie de celle de Jack Smith, on se dit que, non seulement sa culpabilité ne fait aucun doute, d'où ses efforts à ne pas être jugé, parce que s'il était certain de son innocence, soyons clairs, il se serait assuré que ces procès aient lieu avant l'élection américaine, pas que pour s'en débarrasser, mais pour dire, regardez, je suis innocent, vous pouvez voter pour moi sans aucun problème, je n'ai jamais tenté un coup d'État, ou je n'ai jamais volé de secret d'État. Donc là, nous sommes exactement dans le contraire. Donc même s'il n'est pas encore reconnu coupable, et donc on va le repréciser, tant que quelqu'un n'est pas reconnu coupable, cette personne est présumée innocente, mais lorsqu'on se plonge dans le dossier de manière complètement objective, sa culpabilité est là. Et lorsqu'après, on va voir les peines qui ont été distribuées, c'est la manière, on va commencer par ça, comment un juge décide d'une sentence. Il y a pas mal d'éléments qui sont liés au dossier. Par exemple, l'inculpation. Donc, il est inculpé dans des cadres très précis où il a enfreint à la loi dans des cadres précis du code pénal américain. Donc, chaque inculpation a déjà un cadre judiciaire qui est là. Et donc, vous le savez, à chaque fois, ça va être par exemple entre 2 et 20 ans de prison. Donc, après le reste, c'est à la discrétion du magistrat. Mais cette discrétion du magistrat, dans la réalité, elle est liée à deux choses. Un, sur les antécédents, le dossier judiciaire donc de la personne qui vient d'être reconnue coupable par le jury populaire. Et donc, pendant très longtemps, on disait oui, mais Donald Trump, c'est de la criminalité en col blanc, il n'a jamais été condamné. Mais le problème, c'est que maintenant, il commence à être condamné. Et donc, lorsqu'il arrive devant un magistrat, lorsqu'il va arriver dans un magistrat dans son deuxième ou troisième procès, s'il n'arrive pas à la Maison-Blanche, c'est quelqu'un qui est un felon. Et donc, on va dire, non, mais attendez, en fait, il a déjà été condamné, il a un casier judiciaire solide, donc à partir de là, il n'y a aucune clémence à attendre de notre côté. Et ça, c'est problématique pour Donald Trump dans l'ordre des procès, parce que s'il y en a certains, comme on va le voir, qui sont retardés énormément de 2, de 3 ans, lorsqu'ils vont arriver, les autres seront passés avant, où Donald Trump aura été très certainement reconnu coupable, et à partir de là, le magistrat ne pourra plus montrer de clémence pour Donald Trump, qui sera redevenu un citoyen comme les autres. Donc, il y a le dossier judiciaire, et puis il y a le guide, donc la jurisprudence qui est donnée par le bureau. Donc, il y a un bureau qui fait ça, qui s'appelle, je cherche le nom tout de suite, je ne l'ai plus dans mes notes, mais ce n'est pas très grave, donc qui est le bureau de l'application des peines, si vous voulez, on va le traduire comme ça, et qui donne en moyenne combien d'années de prison, combien d'unités, c'est calculé en unités, d'unités mérite telle ou telle faute en se basant sur les autres cas. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et donc, quand on regarde tout ça, il n'y a aucun doute que si Donald Trump n'arrive pas au pouvoir le 5 novembre, Donald Trump va finir sa vie en prison. Il va finir sa vie en prison. Pourquoi d'arriver au pouvoir change la donne ?
hein, avant de rentrer dans les affaires, c'est ce que vous devez avoir en référence. Ça change la donne parce que, par exemple, s'il devient président, il aura le pouvoir de nommer un attorney general, donc un ministre de la Justice, qui sera entièrement à ses ordres, que ce soit la juge Cannon, qui est sur sa liste, hein, qui est sur la liste officielle des futurs probables ministres de la Justice de Donald Trump, hein, pour la récompenser de tous ses efforts, j'imagine. Et donc, si il va nommer un ministre de la Justice en sa faveur, qui, du coup, va décider de mettre fin aux procédures fédérales qui sont contre lui. Procédure fédérale, c'est les documents secrets de Mar-a-Lago, qu'il a donc volé à la Maison-Blanche, et il a tout fait pour que le FBI ne les retrouve pas. Et on sait que l'enquête de Jack Smith a déterminé pourquoi il a fait ça, pourquoi il a empêché, et quelle est l'utilisation qu'il a faite de ces documents secrets. Je vous dis, c'est une affaire que si elle arrive à terme, on va se retrouver avec un Donald Trump qui est en plein dans le rôle de traître à la nation américaine, et qui a vendu, donné ou échangé ou partagé des secrets d'État avec des nations étrangères. Donc il y a ce dossier-là qui du coup passerait définitivement à la poubelle. Il y a évidemment sa tentative de coup d'État autour du 6 janvier qui a commencé bien avant, hein. Je vous réfère à nos vidéos sur le dossier Jack Smith, qui du coup n'existerait plus. Alors il nous reste évidemment, on vous l'a déjà expliqué, que le président et le ministre de la Justice. Donc le ministre de la Justice peut agir qu'au niveau fédéral. Le président ne peut utiliser par exemple le pardon, hein, parce qu'on se dirait, voilà, Donald Trump essaierait d'utiliser, même si ça n'a jamais été fait, le concept de s'auto-gracier donc, en sa faveur. C'est complètement fou de dire ça, mais c'est la limitation du pardon présidentiel, c'est uniquement au niveau fédéral. Ce qui veut dire que le dossier de New York, qui est au niveau de l'État de New York, le dossier au niveau de la Géorgie, hein, l'affaire menée par Fani Willis, le RICO Act, où il risque une vingtaine d'années de prison, pourrait continuer. Oui, ça pourrait continuer. Mais, en faveur de Donald Trump, il y a une jurisprudence qui fait que le président, tant qu'il est en exercice, ne peut pas être jugé, ne peut pas être poursuivi, parce qu'il ne faut pas venir altérer, empêcher, ralentir, troubler son exercice du pouvoir. Ce qui est un petit peu normal et compréhensible dans tous les cas. Ce qui veut dire qu'une fois que Donald Trump arrivera à la Maison-Blanche, il aura la possibilité, de mettre à la poubelle les dossiers fédéraux, et de ne pas être jugé pour les autres tant qu'il est à la Maison-Blanche, ce qui est d'ailleurs une sacrée incitation à y rester au-delà d'un mandat présidentiel de 4 ans, parce que tant qu'il est à la Maison-Blanche, c'est sa carte, c'est son totem d'immunité totale. Il ne peut pas être jugé. Et ensuite, s'il décide de sortir du pouvoir, on peut peut-être imaginer un abus de cette loi de l'impunité totale de Scaurus, de prendre des décisions liées à ces actes-là dans le cadre de sa fonction officielle, et de ne pas être poursuivi. Voilà, on est dans des scénarios dans des scénarios lointains, mais c'est une option. Tout ça, c'est pour vous expliquer pourquoi Donald Trump doit absolument arriver à la Maison-Blanche. S'il n'arrive pas à la Maison-Blanche, d'accord, à partir du 26 novembre, je crois que c'est le 26 novembre la date exacte, ou le 23, on va avoir ça. À partir de là, Donald Trump va être, donc c'est le 26 novembre, c'est le jour de la sentence prononcée par le juge Merchant à New York. Donc à partir du 26 novembre 2024 à toute l'année 2025, 2026, 2027, Donald Trump sera
face à la justice. Donc voilà, maintenant vous avez tout, on a mis la table, comme on dit au Québec, vous avez toutes les informations devant les yeux. On va faire une petite pause et puis on se retrouve tout de suite après pour rentrer dossier par dossier. À tout de suite, c'est la chute. Voilà, on va commencer notre discussion sur les dossiers de Donald Trump, hein, ces dossiers qui vont l'amener à la prison s'il ne retourne pas au niveau de la présidence, évidemment avec le dossier le plus récent, qui est celui qui va connaître normalement un épilogue de manière très rapide, qui est celui de l'affaire d'ingérence de Donald Trump en 2016, où il a utiliser de manière illégale ces entreprises pour faire des fausses factures, des faux paiements pour empêcher, pour cacher la vérité aux électeurs américains sur sa relation avec Stormy Daniels, alors que Melania était jeune maman, et donc voilà. Et il a été condamné, il y avait 34 chefs d'inculpation. Il a été reconnu coupable par un jury populaire, hein, un jury populaire au pénal 34 fois. Et donc l'étape suivante, qui aurait déjà dû avoir lieu avant la convention républicaine, en fait, avant cet été, c'est le sentencing. Donc c'est le moment où c'est le juge, donc c'est vraiment une différence, c'est le juré. Les jurés décident, le jury décide si Donald Trump était coupable ou non coupable. Ils ont déterminé à l'unanimité qu'il était coupable. Et donc, c'est au magistrat d'établir cette sentence. Et donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce que le juge Merchant va déterminer le 26 novembre, j'ai vérifié, le 26 novembre, donc ça sera 21 jours après l'élection, ça va arriver très très vite, si le juge va déterminer le 26 novembre que Donald Trump doit ou pas aller en prison. Il y a un spécialiste, un ancien procureur américain qui s'appelle Norm Mason, qui a fait une très très bonne analyse de justement des cas similaires à New York. Il est analysé 10 000 cas, condamnations similaires dans le même cadre de Donald Trump, évidemment pas le cadre d'une ingérence politique, mais le même mécanisme, les mêmes mécanismes utilisés par Donald Trump pour faire ses faux, pour signer des faux chèques, créer de faux comptes, faire des fausses factures, etc. etc. Et son analyse de ces 10 000 cas est celle-là. Il explique que dans le meilleur scénario possible pour Donald Trump, il a une chance sur deux d'aller en prison. C'est la meilleure option de Donald Trump. C'est-à-dire que cette une chance sur deux, c'est parce que le juge considère que ce n'est pas pratique, parce que la protection de quelqu'un qui est un ancien président, son âge, le fait que c'est sa première condamnation. Dans la réalité, ça ne l'est pas vraiment parce qu'il a été condamné au civil, hein, ça va compter aussi dans son dossier. Le fait qu'il a refusé, hein, n'oublions pas, il a refusé publiquement et au moment du procès, on lui a donné l'option, il a refusé d'exprimer tout regret sur les actes qu'il a commis. Il n'a pas voulu présenter d'excuses. Il continue à ne pas reconnaître sa culpabilité. Tout ça, ce sont des éléments qui pèsent contre lui. Mais Eisen dit que si le magistrat veut décider d'être clément, et c'est le meilleur scénario possible, dans la réalité, c'est une chance sur deux. La plupart des autres experts, et le plus intéressant, c'est parce qu'on est dans des lois qui sont new-yorkaises, qui ont fait aussi ces analyses, disent que non, dans la réalité, le juge Merchant ne peut pas faire autrement que d'envoyer Donald Trump en prison. Parce que, comme je vous l'ai dit, ce non-regret, son attaque permanente du système judiciaire, des témoins, des procureurs, du dossier,
le fait qu'il est condamné dans d'autres dossiers au civil, le fait qu'il y a d'autres affaires en cours. Donc tout ça, ça apparaît dans son dossier, même s'il n'a pas été encore jugé, ce qu'il faut bien comprendre, même s'il n'a pas été jugé dans les autres affaires, les inculpations, les appels, tout cela figure. Et puis, il y a le fait que Donald Trump, et c'est un des éléments essentiels qui joue contre lui, donc il y a cette absence de regret, et puis il y a le fait qu'il a joué un rôle direct, essentiel dans cette opération de dissimulation de la vérité. Il y a eu des témoignages très forts qui vont dans ce sens-là, et entre autres le témoignage du patron du National Enquirer, donc de ce magazine qui était magazine à ragot, façon de Voici aux stéroïdes, donc américain, qui a expliqué comment ils ont été utilisés. Et donc toutes les conversations entre Donald Trump et donc la rédaction du magazine pour empêcher que la vérité est sortie. Résultat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart des experts new-yorkais estiment que le juge Merchan va donner une peine de prison à Donald Trump et que la peine la plus probable, c'est 24 mois. On parle ici de 2 ans en prison. Évidemment, s'il y a cette condamnation le 26, comment ça va se passer? Il va faire appel, que très certainement le juge décidera que cet appel, ce n'est pas automatique, attention, ça, encore une fois, c'est à la merci du juge qui peut utiliser, par exemple, les multiples fois où Donald Trump n'a pas respecté son gag order pour dire non, Monsieur Trump, les chances d'avoir la justice de votre côté, on vous les a données tout au long du procès. Et j'ai été obligé de vous prévenir et vos avocats qu'à la prochaine, vous avez été condamné. N'oublions pas ça. Il a été condamné pour non-respect d'une décision judiciaire. Donc, pourquoi lui prendre le risque alors qu'il n'écoute pas les réactions judiciaires, les décisions judiciaires? Il a été condamné pendant le procès pour ne pas avoir respecté son bâillon. D'accord? C'est vraiment un élément fort contre lui. Mais imaginons que Donald Trump décide de partir en appel. Ce n'est pas un appel qui est automatiquement suspensif. Imaginons que le juge lui donne cette possibilité sous contrôle judiciaire avec retrait de son passeport. N'oublions pas non plus que dans les autres affaires, dans l'affaire de Washington, c'est ce qu'a demandé le procureur Smith, donc le retrait du passeport de Donald Trump. Retrait du passeport, pourquoi pas un contrôle judiciaire hebdomadaire, pourquoi pas la pose d'un bracelet pour suivre ses mouvements pendant cette période d'appel. Mais en gros, on sait 2 choses. C'est que pour l'instant, toutes ces tentatives d'appel ont lamentablement échoué. La condamnation et le dossier sont extrêmement durs et que New York, dans ses procédures d'appel, est extrêmement rapide. Ce qui veut dire quoi, rapide? Ça veut dire que donc le 26 novembre prochain, Donald Trump a au maximum une chance sur 2 d'échapper à la justice. Donc, imaginons d'échapper à la prison. Imaginons le cas contraire où, comme la plupart des experts new-yorkais de ce genre de dossier expliquent, il est condamné à 2 ans de prison. Le 26 novembre, il est condamné à 2 ans de prison. Il va partir en appel et cette période d'appel maximum à New York va durer 1 année. C'est-à-dire qu'en novembre 2025, et pour l'instant, personne ne voit de raison pour qui rendrait cet appel couronné de succès. En novembre 2025, dans cette affaire-là,
qui, sur le papier, est la moins grave. Donald Trump devrait commencer à purger sa peine de prison du côté d'un pénitencier de New York en novembre 2025. Donc ça, c'est le scénario le plus probable et le moins risqué pour Donald Trump. Maintenant, on part du côté d'Atlanta, du côté du RICO Act, et vous allez voir, c'est compliqué, certes, mais c'est beaucoup plus périlleux. À tout de suite. Donc on va partir du côté de la Géorgie, où Donald Trump est poursuivi dans un cadre très particulier, qui est le RICO Act de Géorgie. Le RICO Act, c'est utilisé pour, à l'origine, c'est une loi qui a été créée dans les années 70 pour justement faire tomber la mafia, faire tomber les parrains. Le RICO Act, c'est que on fait une inculpation d'énormément de membres d'une même organisation en espérant que pour éviter des peines de prison extrêmement sévères, les étages en dessous du grand patron, c'est généralement ce qui se passe, décident de collaborer avec la justice et de charger leur chef pour arriver en sommet de la pyramide. Et ici, notre pyramide, c'est Donald Trump. C'est par rapport à tous ses efforts pour tenter de renverser les résultats de la Géorgie. Vous savez, son fameux appel téléphonique des 11 700, j'ai besoin qu'on me trouve 11 780 votes. Et donc, évidemment, c'est lui qui est au sommet de cette pyramide. C'est lui que Fani Willis, la procureure, essaie d'envoyer en prison pour plusieurs années. Combien et quand? Le combien, c'est simple, c'est qu'au minimum, c'est 5 ans de prison pour Donald Trump dans cette affaire-là, avec des possibilités extrêmement limitées de faire appel. Extrêmement limitées de faire appel ou de raccourcir sa peine. Donc ça, c'est vraiment important. Aujourd'hui, l'affaire, elle est dans une sous-affaire, actuellement dans une sous-zone. Déjà, il y a l'élection présidentielle. Le juge McAfee, qui est en charge du dossier, a bien compris que ça ne servait à rien de poursuivre le dossier tant que nous étions dans cette zone-là. L'idée a été évoquée d'ailleurs que si Donald Trump est élu président, ça a été dit très clairement, s'il est élu président, on ne pourra pas reprendre l'instruction avec après des questions à voir en termes de limitation d'années du moment où ça s'est duré, tant que Donald Trump sera à la Maison-Blanche. Donc vous voyez l'importance de la chose. Donc le dossier est globalement suspendu, d'autant plus que du côté de Donald Trump, il y a eu toute cette procédure qui a été épluchée de manière peut-être un petit peu trop sérieuse par le juge McAfee autour de savoir si Fani Willis avait un conflit d'intérêts parce qu'elle avait une relation romantique avec un de ses employés. On a suivi tout ça en direct. In fine, le juge a décidé que ce n'était pas le cas, que l'instruction pouvait se poursuivre sans cet employé du bureau de Fani Willis. Mais du côté de Donald Trump, évidemment, on a demandé, on a fait appel en sachant que c'était un appel qui serait accordé quasiment de manière automatique et que les délais de la justice en Géorgie, de la justice à Fulton County, qui est submergée, les magistrats sont vraiment submergés, permettrait de renvoyer ce dossier dans tous les cas après l'élection présidentielle, et c'est le cas. Il va falloir attendre le 5 décembre. Donc, vous voyez, 26 novembre, 5 décembre, quelque part, on y arrive pour avoir cette audition au niveau de la Cour d'appel de Géorgie sur le dossier, de savoir si Fani Willis peut continuer à s'occuper ou pas de ce dossier. Si elle ne le peut pas, c'est quasiment la fin assurée du dossier. Donc, c'est quand même des enjeux qui sont extrêmement importants, qu'évidemment, on suivra en direct. On essaiera de vous faire vivre cette audition
en direct qui devrait se passer devant des caméras. Donc, ça sera un moment extrêmement intéressant. Donc, le 5 novembre, hein, c'est encore une raison pour vous abonner. Hop, c'est là-bas. Non, c'est là-bas. C'est là. Voilà. Pour vous abonner à la chaîne et de cliquer sur cette notification parce que, évidemment, notre émission actuellement est en plein dans l'actualité politique, mais nous sommes aussi là pour vous chroniquer les procès de Donald Trump et c'est ce que l'on va faire donc le 5 décembre avec très vraisemblablement une réponse fin janvier, début février. Donc on sera passé en 2025. Et là, une fois que cette réponse permet de reprendre l'instruction, c'est ce que va faire McAfee. Il a expliqué qu'il avait besoin plus que de un mois de travail suite à cette date-là. Donc nous arrivons en gros au 1er mars 2025. 1er mars 2025. Là, la procureure a dit qu'elle pouvait être prête en 2-3 semaines pour plaider son dossier. Donc ça arrive fin avril. Et là, on rentre dans l'inconnu. Parce que si vous suivez un petit peu ce qui se passe actuellement, le procès justement dans le même cadre du RICO Act, du jeune rappeur, quoi? Ouais, du groupe YSL, donc de Young Thug, c'est ça? C'est Young Thug. Ça, Thomas? Ouais. Je confirme. Ouais, Thomas confirme, je sais pas, parce que ce matin, on a fait une émission et tu m'as fait sentir que j'étais un petit peu trop âgé pour tout ça. Pas du tout. Le King of New York, là. Pas du tout. Et donc, ce procès a débuté en 2022. Et pour avoir un jury, donc c'est un procès complètement fou avec des avocats qui se retrouvent en prison, des changements de juges. C'est vraiment, c'est assez fou. Une série Netflix, ça va. C'est une série Netflix, ça sera et ça deviendra une série Netflix, c'est certain. Mais rien que la sélection du jury, avec toutes les oppositions possibles au niveau de la Géorgie, la sélection du jury a pris 10 mois. 10 mois pour trouver, vous savez, Merchant, il a fait en 5 jours. En Géorgie, ça a été 10 mois. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tout se passe bien et que Fannie Willis est prête d'ici la fin du mois d'avril 2025 et qu'on rentre dans le processus de sélection du jury dans cette affaire-là, en tentant de démontrer du côté de Donald Trump que c'est impossible d'avoir des jurés qui ne sont pas anti-Trump, hein, c'est sa stratégie à chaque fois. On peut être parti pour une longue période et se retrouver dans la réalité avec un procès en 2026, voire 2027. Mais le dossier est encore extrêmement fort contre Donald Trump et donc s'il est condamné, on estime que c'est une condamnation qui ira avant évidemment les différents processus de libération conditionnelle, libération anticipée, qui entraînera entre 5 et 20 ans de prison pour Donald Trump. Donc vous voyez, on est passé de 24 mois, là on est au minimum 5 ans, jusqu'à 20 ans. On va faire une petite pause parce que j'en ai bien besoin, et puis on va faire le point des dossiers justement de Washington et le dossier des documents secrets de Mar-a-Lago. À tout de suite.